Puis mon père, il racontait aussi que durant ces journées-là où il y avait le feu à Saint-Honoré, là, qu'il y avait de la fumée partout, puis il voyait gris, là, c'était plutôt gris, puis que le soleil, il le voyait au travers de la fumée. Le bruit était terriblement fort. Il savait que c'était le feu, mais c'était assez impressionnant. Là. C'était plus ça qui l'avait marqué, le bruit. Le son que ça faisait. Là. C'est triste. C'est triste ce qui est arrivé là. C'était pire que le feu roi. Quand on avait des réunions de famille, des fois, mon oncle venait de Val-d'Or, ou ça comme ça, puis il se remémorait tout l'année. Il appelait ça l'année du grand feu. Ben, je sais pas, les années. On ne savait même pas l'année, nous, on a juste parlé l'année du grand feu. « 1923, l'année du grand feu. » Bonjour Richard Belzile. Bonjour Claudia Beaulieu. Il y a 100 ans cette année, le 13 juin 1923, un événement a changé le cours de l'histoire à Saint-Honoré-de-Témiscouata, notre communauté. On en parle encore aujourd'hui comme l'année du grand feu. C'est le genre d'événement qui ressemble à un cataclysme, qui change tout et qui s'inscrit pour toujours dans l'histoire d'un village. Et il y a eu un avant et un après le grand feu. Au-delà du matériel, des maisons et des moulins qui ont brûlé, toute l'économie du village en a souffert et une génération entière a été marquée par la tragédie. 48% de la superficie du village a brûlé à ce moment-là. De quoi avait l'air le village de Saint-Honoré en 1923? Il faut dire qu'il y avait environ 1600 personnes dans ce temps-là qui vivaient ici, soit le double d'aujourd'hui. Le village était en plein essor, alors que le bois était un véritable moteur industriel. C'était l'entre-deux-guerres et l'Amérique se construisait. Nos ancêtres coupaient et sciaient le bois qui allait servir à construire de nouvelles villes. La religion prenait beaucoup de place dans ce temps-là. En 1923, le curé de la paroisse s'appelait Joseph April. C'est durant sa cure qu'est apparue la statue du Sacré-Cœur qu'on voit toujours devant notre église. C'est aussi lui qui est derrière l'acquisition de l'orgue Casavant et des cloches qui résonnent encore aujourd'hui. C'était difficile dans ce temps-là. Les paysans cherchaient à faire reculer la forêt et le travail de défrichage était intense et très dur physiquement. D'abord, on coupait les arbres, on les ébranchait, on envoyait la pitoune à la scierie. Ensuite, on brûlait les branches, puis on semait entre les souches pour permettre aux animaux de paccager pendant 2 ou 3 ans. Les souches avaient le temps de pourrir et elles étaient plus faciles à enlever, on pouvait alors les brûler. C'est le fait de brûler les branches et les souches qu'on appelait les feux d'abatis. C'est d'ailleurs alors qu'on faisait de la Terre-Neuve qu'un feu d'abatis est devenu hors de contrôle à Saint-Modeste, un village à 20 km environ au nord de Saint-Honoré. Il paraît que le printemps avait été particulièrement sec en 1923, comme il l'est ironiquement 100 ans plus tard, aujourd'hui en 2023, et qu'on vit des incendies sans précédent. Les journaux de l'époque rapportent beaucoup d'incendies à travers la province de Québec. C'est un vrai fléau. Le feu d'abatis de Saint-Modeste s'attaque d'abord au village de Whitworth et sa destruction fait la une de la presse, le 4 juin 1923. C'était où exactement Whitworth? Whitworth, qu'on appelait aussi la mission de Saint-François, faisait partie de Saint-Honoré dans ce temps-là. C'était situé à la rencontre de l'autoroute 85 et du chemin taché qui mène à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Le chemin de fer passait là. Il y avait une gare, il y avait un moulin à bois, une chapelle qui servait d'école et une centaine de maisons selon les témoignages. C'est une véritable catastrophe. Ce qui est impressionnant, c'est que le feu a atteint Whitworth le 4 juin et que les braises ont couvé jusqu'au 13 juin, pour arriver à Saint-Honoré 9 jours plus tard. La veille, on dit que les animaux ont senti le danger et ont fui la forêt, laissant présager le pire. Il n'y avait pas de service incendie. La population devait donc se préparer elle-même à affronter les flammes et les seuls outils qu'ils avaient, c'était de simples chaudières. Grâce à la collaboration du diocèse de Rimouski, on a pu dénicher une lettre rédigée par le curé April. Il l'a écrite sous le coup de l'émotion, le lendemain du feu, et il décrit avec justesse toute l'étendue du désastre. Saint-Honoré,
Le 14 juin 1923, à sa grandeur, Monseigneur J.R. Léonard, évêque de Rimouski. Monseigneur, je ne suis pas bien revenu des fatigues et des frayeurs d'hier. Je tiens à vous faire connaître notre vraie situation. Le feu est passé sur toute la paroisse depuis 3 heures du matin à 8 heures du soir. Les flammes étaient poussées par un grand vent. Vous pouvez avoir une idée de cette scène terrifiante. Grâce à Dieu, l'Église, le presbytère, les écoles sont encore. 4 moulins brûlés avec le bois des alentours. La forêt rasée. Le village de la station et chez les Beaupré en partie détruit. Whitworth est complètement disparu. Avec la fumée, nos rêves et nos justes ambitions s'évanouissent. J'ai le cœur brisé joyeusement. Après 11 années de travail, j'aurais avec la même ardeur poursuivi nos entreprises vers un plan dès mes premiers jours ici, déterminé, non seulement à rendre Saint-Honoré viable, mais à en faire une bonne et belle paroisse. Pour obtenir cette fin, j'aurais bien volontiers consacré ma vie. Bénissez-nous tous. Pendant que j'écris, on m'appelle un peu partout. Votre tout dévoué, Joe A. Abril. Le feu a réveillé les paroissiens et les paroissiennes. On peut s'imaginer combien les gens étaient effrayés. C'est évidemment la partie nord du village qui a le plus souffert, ce qu'on appelait le hameau couturier. C'était un peu le quartier industriel du village à l'époque. On dit qu'il y avait une occupation là depuis la fin du 19e siècle. Les industriels avaient installé leurs moulins à scie à proximité du chemin de fer. Il y avait une école, une gare et un bureau de poste. Oui, c'est vraiment surprenant de savoir qu'entre 10 et 20 familles vivaient autour de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le trécelle de la piste cyclable. C'est difficile à croire 100 ans plus tard quand on se promène sur le chemin couturier et qu'on est entouré de forêts. Monsieur Alphonse Couturier était un propriétaire terrien et la gare de chemin de fer avait pris son nom, puisqu'elle était située tout près de son moulin à lui. Il n'a pourtant jamais habité à Saint-Honoré. Pour la petite histoire, Alphonse Couturier a été maire de Saint-Louis-du-AA de 1931 à 1936, puis est parti s'installer en Gaspésie. Il a été député pour l'Union nationale de 1952 à 1960, bien après les événements. Bernard Côté, dont le père Robert avait 6 ans au moment du feu, nous offre une belle description de ce secteur du village avant la catastrophe. De moi, ce qu'on m'a dit, puis tout ça, c'est qu'il y avait plusieurs maisons, peut-être une 10-12 maisons, disons, à partir en bas du tracé actuel, à venir jusque chez nous, Saint-Honoré, au coin. C'est ça. Il y avait plusieurs maisons là, mais ces maisons-là ont brûlé. Puis il y a des gens, de ce que j'ai su, moi, qui au lieu de se reconstruire là, qui sont déménagés, plus au niveau, comme on dit actuellement, au niveau du 25 000, ou ben non, vers le village Saint-Honoré, village actuel aussi. Il y avait les Lemelin, il y avait des Veilleux là, des Lévesque, Wilfrid Lévesque, il y avait des Bérubé, Beaupré, ouais, c'est plus vers chez nous un petit peu. Oui, il y avait des boulangers, au moins 2 certains, qui appartenaient à Alphonse Couturier, qui appelait ça nous autres notre secteur couturier, parce que c'est en hommage à Alphonse Couturier, qui avait 2 moulins à scie, un en arrière des Beaupré justement, puis un peu plus bas. Des moulins à scie là, assez gros pour le temps, là, bien sûr. Là. Son père racontait que les enfants allaient se cacher près des ruisseaux pendant que les adultes combattaient les flammes. Le feu s'est ensuite déplacé vers le village, plus au sud. On essayait de sauver ce qu'on possédait, du mieux qu'on pouvait. On plaçait les meubles en pile au milieu des champs, loin des arbres. Colette Mailloux raconte que sa mère, Yvonne Landry, qui avait 16 ans en 1923, avait été très impressionnée de voir un piano au beau milieu d'un champ. Il y avait que les familles aisées qui pouvaient se payer des instruments de musique à l'époque. Le père d'Adélard-Després, Joseph, avait 10 ans au moment du feu. La famille habitait déjà sur la rue principale qu'on appelait dans ce temps-là la route 2. Alors que les enfants étaient en train de semer des patates dans un champ de la route Montrancy, le feu est arrivé, précédé d'un gros nuage de fumée. Adélard nous raconte. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a monté la route 2 ici, qui ont monté dans la route Montrancy pour les avertir de s'en venir parce que le feu s'en venait.
Puis là, ils ont acheté le cheval, puis il y avait des corps de bois. Puis ils ont descendu dans la route, mais quand ils sont arrivés à Boucan, là, les petits gars, là, ils sont tous rentrés dans des corps de bois, puis ils ont lâché le cheval. Puis le cheval, lui, a suivi la route, puis ils ont sorti ici, à la route de site. Ça, c'est arrivé, là. Le père était là-dedans. Ce qu'il appelle les quarts de bois, ce sont des tonneaux de bois dans lesquels on mesurait le volume et la quantité de patates récoltées par les travailleurs. Ils étaient payés tant du quart récolté, par exemple 25 cents du quart. On y transportait aussi les patates de semence. Puis, quand ils sont arrivés ici, là, la mère des prés, là, il avait pris une voiture à foin, puis il avait tout chargé, les couvertes puis du ménage dans la voiture pour s'en aller en avant du feu. Puis, ils ont chargé ça dans la voiture, puis le reste du ménage, ils ont envoyé ça dans la fontaine parce que la fontaine était vide. C'était un teint sec, c'était normal que la fontaine soit vide. Puis ils ont envoyé le reste du ménage dans la fontaine. Puis là, quand ils ont venu pour partir, ça s'en venait entre le vieux chemin puis la route 2, cette là. Puis quand ils sont venus pour s'en aller, ils éteindaient du feu après les clôtures de Pieux. Puis la boucane, le vent a changé de bord, ça s'est en allé vers la station. C'est ce changement-là dans le sens du vent qui a probablement sauvé le cœur du village, dont notre église. Malheureusement, le feu a filé tout le long du vieux chemin où beaucoup de monde vivait dans ce temps-là. En contournant le village, il s'est attaqué d'un côté à ce qu'on appelait la station, soit la rue de la gare actuelle. La gare de chemin de fer du village a été épargnée. De l'autre côté, la forêt a été rasée dans les rangs 9 et 11 actuels. Yvon Beaulieu raconte l'histoire de son grand-père qui a préservé sa maison des flammes. Quand un grand-père a vu venir le feu au loin, avec ces garçons, ils ont dit « on s'en va pas », parce qu'ils voyaient passer les voisins avec le charrette, choses comme ça, puis la famille, puis ils se sauvaient. Il dit « moi, non, je ne laisserai pas ma maison comme ça ». Fait qu'il s'était mis à arroser à la maison, puis les bâtiments. Puis vu que c'était le long du chemin de fer, fait que le chemin de fer a fait comme un pare-feu aussi. Fait qu'il a sauvé sa maison. Il y a plusieurs versions de l'histoire, mais on retiendra que 4 moulins à scie ont brûlé, avec le bois déjà coupé dans les cours. La ligne de chemin de fer du Témiscouata Railway a été arrêtée pendant plus d'1 mois. Sur les lots, les cordes de bois ont brûlé, mais aussi le bois de bout, ce qui était une catastrophe pour les propriétaires. Roland Morin nous partage le malheur vécu par son père. Non. Mon père, je sais que mon père il a tout perdu. Il est resté endetté, il a tout perdu ses lots. Il est resté avec 2 lots. Je sais que le Péchenat avait avancé de l'argent, les banques, ils donnaient de l'argent pour ça. Le lendemain de la catastrophe, les banques ils ont coupé de là. Et puis il devait, c'est triste à dire, mais là, il devait 1500 piastres quand ça a fini, là. Ce n'est donc pas uniquement sur le plan matériel que notre communauté a souffert parce que de nombreux drames humains ont suivi. Thérèse Nadeau raconte le destin tragique de la sœur de sa grand-mère, Amarilda Dion, et de son mari Guillaume Lebel. Mais quand le feu est arrivé dans le bas du village, elle se trouvait toute seule à la maison, pendant que Guillaume était allé aider pour éteindre les feux. Elle était avec 8 enfants, puis elle s'est aperçue que le feu était pris dans sa chambre. Ça fait qu'elle a pris le dernier enfant, qui avait à peu près 2 ans, dans ses bras. Donc, elle est partie au travers du champ, puis elle s'est en allée chez un voisin le plus proche. Puis, c'est là qu'elle a dîné, avec Guillaume puis les autres messieurs là, qui essayaient d'éteindre. Puis, Guillaume, lui, en revenant chez lui, c'est là qu'il a appris que sa maison était brûlée. Probablement que sa femme était trop sous un choc, elle n'avait pas pu y dire. Mais Amarilda, elle venait de perdre un bébé mort-né lors de son accouchement qui s'était passé en avril. Puis elle était restée comme fragile dans sa santé. Puis là, avec ce nouvel événement qui s'est produit, là, la destruction de sa maison et tout ça, elle a continué à dépérir, puis elle est décédée 4 mois plus tard, en octobre, à l'âge de 40 ans. C'est difficile de savoir si le feu a fait d'autres victimes collatérales. C'est un vrai miracle, en fait, que personne ne soit décédé dans les flammes.
Il y a un mythe tenace qui laisse croire que c'est le même feu que celui de Saint-Honoré qui a brûlé d'autres villages au Témiscouata. On peut même lire dans Le Devoir que les villages de Sully et de Glendyne, Saint-Marc-du-Laclon aujourd'hui, ont été dévastés par les flammes la même journée du 13 juin. Dis-moi, Richard, est-ce que c'était vraiment le même feu? Non. Plusieurs pensent qu'il tire son origine de Saint-Euleterre ou du Maine. Mais ces feux-là ne résultent certainement pas du feu d'Abbati de Saint-Modeste. Par contre, c'était les mêmes conditions qui étaient en place, des vents de 50 km/h, un temps sec et de nombreux feux d'Abbati puisque tout le monde défrichait en même temps. Et on était dans un même environnement forestier. Le Témiscouata se retrouvait donc avec 4 villages brûlés et plusieurs dizaines de familles dans le besoin, et ce, en quelques jours. Oui, et il faut se rappeler que c'était pas commun à l'époque d'avoir des assurances. Quand son lot à bois ou sa maison brûlait, on était condamné à demander la charité de l'Église ou du gouvernement. Au lendemain de l'incendie, on raconte que les sinistrés ont reçu quelques tentes, des couvertures et des graines de semences. Les sinistrés de Whitworth sont quant à eux réduits à vivre dans les wagons de train prêtés par la Témiscouata Railway. Cette année-là, les feux de forêt ont décimé plusieurs secteurs de la province et le gouvernement Taschereau de l'époque essaie tant bien que mal de pourvoir à tous, mais l'aide n'arrive qu'au compte-gouttes à Saint-Honoré. Lauréat Rossignol décrit très bien les lendemains de l'incendie pour ses grands-parents et sa mère, alors que la famille a dû passer l'hiver suivant dans une cabane de bûcheron. Là, il s'en allait sur le curé, puis le curé dit, je vais demander ça au député, il dit, il y a des lots de la couronne sur le chemin Talbot. Puis il dit, si vous voulez vous en aller là, il dit, on va vous aider. Fait que comme de fait, le député est venu, puis il a donné le lot avec le camp en Boiron. Ils sont en allés là, ils ont passé un hiver dans ce camp-là. Ma mère, mon grand-père et ma grand-mère, au bout d'un hiver, ils ont rendu au printemps, ils ont fait une corvée à Lake de Bienne, puis plusieurs de ses beaux-frères, tout ça, là, sont venus puis ont logé à la maison. Puis là, il avait été chanceux parce qu'il y avait un petit rond de terre de fait. Il y avait pas bien grand, ça avait 400 pieds de terre faite, de terre qui avait été labourée à bêche, là. Dans l'année, on avait été capables de semer des patates, de la nourriture, d'un jardin, pour être capable de passer l'hiver d'ensuite. Puis là, ils ont acheté une vache, un cochon, puis le cheval, la plus vieille des sœurs de ma grand-mère Castonguay, était mariée à Pierre Saint-Pierre de Rivière-du-Loup. Lui, c'était comme un comptable, puis tu sais, il vivait bien, tu sais, pour ce temps-là. Il avait vu la pauvreté qu'il avait, il lui a acheté un cheval. Un an plus tard, il paraît que c'est encore difficile de recevoir de l'aide. L'humain est ainsi fait qu'il cherche à trouver un sens au malheur qui lui arrive. Pourquoi? Pourquoi le sort s'acharne-t-il sur notre village? Comme nous avons déjà expliqué, la religion prenait une place centrale dans la société à l'époque. Monseigneur J.R. Léonard, évêque de Rimouski, répond à Joseph April en ces mots au lendemain de la catastrophe. Il y va d'une hypothèse pour le moins surprenante. Acceptez le témoignage de ma sympathie et veuillez en faire part à vos chers paroissiens, surtout à ceux qui ont été le plus directement atteints par l'épreuve. Il faut toutefois accepter avec courage et confiance entière en la providence les coups de sa justice, qu'excitent les crimes du blasphème et de l'abus de l'alcool, dont notre peuple se rend coupable depuis si longtemps. Le feu aurait donc été une punition divine contre les pécheurs qui sacraient et qui buvaient. Oui, et si le feu a été causé par les péchés, il semblerait également qu'il ait été repoussé par la ferveur des paroissiens et des paroissiennes. Il apparaît que M. le curé April n'a pas chômé pendant le feu, comme en témoigne la mère de Colette Maillot. Quand le feu continuait à dévaster, là, il est devenu très nerveux, il faisait des prières, il faisait des processions même, comme à la fête Dieu quasiment, là,
d'un bout à l'autre du village avec l'ostensoir, puis les gens priaient, mais le feu continuait, puis ça... Il est devenu là, excessivement nerveux, assez qu'il y a des gens qui ont demandé à celui qui était curé à Saint-Louis-du-Ha, l'abbé Georges Gauvin. Il avait été curé à Saint-Honoré 2 ans, lui, de 1910 à 1912, ça fait qu'il connaissait un peu la paroisse. Puis là, les gens ont demandé de venir voir M. le curé là, pour essayer de l'encourager, puis de le calmer. Puis ça a été une période difficile pour lui. D'ailleurs, Georges Gauvin, le curé de Saint-Louis-du-Ha, revient dans le récit qui a été raconté à Bernard Côté, alors que ses ancêtres combattaient les flammes au front à Couturier. Ce que mon père a toujours dit, puis que mes grands-oncles aussi disaient quand ils jasaient ensemble, c'est que oui, il y avait un curé, supposément de Saint-Louis, parce que là, Saint-Honoré n'était pas disponible, je pense. En tout cas, c'est un curé de Saint-Louis qui est venu. Puis que là, il a commencé, lui, à bénir, justement. Surtout en avant de chez nous, il y avait du bois. Il y en a qui avaient fait des billots de bois. Puis il avait commencé à bénir, justement, le bois. Il marchait ses cordes de bois, puis il bénissait. Puis arroser les maisons. C'est là que le feu, par miracle, d'une certaine manière, là, a tassé justement dévié, là, plus du côté, là, si on veut, vers le sud. Puis la maison, la nôtre et le voisin étaient épargnés à ce moment-là. On raconte même que l'homme d'église éteignait les flammes avec sa soutane à mesure qu'il avançait sur les cordes de bois. Une autre histoire de miracle est celle d'Adèle Dion, la grand-mère de Thérèse Nadeau, dont la dévotion aurait sauvé, semble-t-il, les lots familiaux situés près du chemin de Nonville. Quand mon grand-père et sa femme ont su que le feu était rendu là, ben ma grand-mère, Adèle Dion, elle s'est dit, on va aller mettre des médailles proches du terrain pour s'assurer que ça brûle pas. Puis il y avait aussi des cordes de bois qui étaient là. Ça fait qu'ils sont allés, eux autres, par la route de Nonville, qu'on appelait Pismou, nous autres, là, sont montés par là pour aller mettre des médailles au bord du bois pour arrêter le feu, là. Parce qu'ils se sont dit, il ne faut pas laisser tout brûler ça. Puis à ce moment-là, le vent a comme tourné, puis le feu il a changé de direction. À ce moment-là, ben, que ma grand-mère s'est dit probablement que la Sainte Vierge elle nous a aidés. Régis Pelletier, quant à lui, a entendu dire que le curé April avait fait la même chose tout autour du village. Il y avait des médailles après les arbres. Le feu a vraiment, hasard ou pas, on ne saura peut-être jamais, mais en tout cas, le feu a vraiment évité le village. Œuvre du bon Dieu, du diable ou conséquence prévisible d'un feu d'abattis par temps sec, le grand feu de 1923 a infligé des blessures profondes à notre communauté, tant sur le plan économique que démographique. On dit qu'une 50aine de familles ont quitté le village à l'époque. Si la population s'est rétablie une quinzaine d'années plus tard, c'est grâce au courage des gens qui ont relevé leurs manches et reconstruit leur vie, ce qui fait que nous, leurs descendants, sommes encore ici aujourd'hui. Ce qu'il reste surtout, ce sont des milliers de souches brûlées, des corps morts, dressés parmi les nouvelles forêts et qui sont les derniers témoins de cette immense tragédie. Le comité du Grand Feu de Saint-Honoré de Témiscouata désire remercier les personnes qui ont généreusement raconté leurs souvenirs: Thérèse Nadeau, Régis Pelletier, Roland Morin, Yvon Beaulieu, Bernard Côté, Adélard Després, Colette Mailloux et Lauréat Rossignol. Lucie April, Bernard Beaulieu et Richard Belzile ont recueilli ces témoignages en 2022 et en 2023. Au scénario et à l'animation, Claudia Beaulieu, Richard Belzile. Les acteurs suivants ont gracieusement prêté leur voix: Sébastien Ouellette et David Falardeau. Le comité du Grand Feu désire souligner l'apport de Léa Laplante-Simard et du Centre d'archives du Témiscouata pour la recherche et du diocèse de Rimouski pour le généreux partage de ses archives. La municipalité de Saint-Honoré de Témiscouata, la MRC de Témiscouata et le ministère de la Culture et des Communications du Québec ont rendu ce balado possible. Merci. Production, Génie Production 2023.